Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Pour cette 2e saison du podcast Tambali, je vous propose, en plus des témoignages de parents, des partages d'expériences de professionnels de la périnatalité et de la parentalité. Ces médecins, soignants, thérapeutes, experts vous partageront leur expérience, mais aussi leurs recommandations, conseils et astuces pour que vous puissiez mieux comprendre, décoder et être mieux outillés pour votre vie de parent. J'ai toujours dit que ce podcast serait un endroit où on pourrait parler de tout, sans tabou. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je reçois Lutandi Kanté, ostéopathe franco-sénégalaise installée à Dakar. Ensemble, nous allons discuter d'ostéopathie, de troubles fonctionnels, du périnée, de son rôle dans la vie d'une femme et notamment pendant l'accouchement, de l'importance de s'écouter et de prendre soin de sa santé. Mais nous allons également discuter d'anatomie, de sexualité et de vaginisme. Je pense sincèrement que cet épisode est d'utilité publique. Alors je vous invite à le partager à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Lutandi. Bonjour Alix. Comment vas-tu? Très bien et toi? Écoute, ça va. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation de venir témoigner sur un sujet très important sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer juste par te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Ok, alors du coup, je m'appelle Lutandi Kanté, je suis ostéopathe. Donc du coup, j'ai différentes spécialités. Donc la première spécialité que j'ai faite en parallèle de l'école de l'ostéo, c'est le master en biomécanique, biomatériaux santé. Donc j'ai fait de la conception de prothèses chirurgicales. Donc ce qui est un peu cohérent avec mon métier et ce que je fais. Et à côté de ça, j'ai fait des spécialités en périnatalité et en pédiatrie et en périnée, en périnéologie. Donc du coup, j'oscille majoritairement dans ces 3 spécialités-là, mais je prends en charge tout type de patients en général, mais avec un gros affect pour la périnate et la pédiatre. Et tu as fait tes études en France? Alors, je suis née et j'ai grandi en France. Et je suis d'origine sénégalaise. Donc je suis franco-sénégalaise et j'oscille entre la France et le Sénégal. Donc je suis entre les 2 patries. Et actuellement, tu es installée Exactement. pour un certain temps, en tout cas, au Sénégal où tu exerces. Voilà, donc je suis au Sénégal et puis j'alterne un petit peu entre les 2 nations, quoi. Est-ce que tu pourrais déjà expliquer, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce métier, un peu les grands principes de l'ostéopathie? Ok, alors l'ostéopathie, c'est une médecine préventive qui a été inventée par le docteur Andrew Taylor Still, qui était un Américain. Cette médecine, elle vise à prévenir l'état de santé des patients, donc de par une thérapie manuelle. Donc tous les troubles fonctionnels qu'on va présenter, donc tout ce qui va être lumbago, douleur cervicale, douleur au dos, douleur articulaire, globalement, mais aussi dans l'accompagnement de troubles digestifs comme la constipation, les ballonnements, les troubles de la fertilité, l'endométriose, les dyspareunies. Donc ça prend divers troubles fonctionnels qu'on peut rencontrer au quotidien entre hommes et femmes. Donc ça vise à prévenir l'état de santé du patient ou à restaurer certains troubles fonctionnels, manuellement dans la mesure du possible.
Et si on s'intéresse particulièrement aux femmes qui ont un projet bébé ou qui sont enceintes, tu disais que ça pouvait jouer un rôle où on pouvait accompagner pour la fertilité. En quoi ça consiste, ça, par exemple? Alors, ce sera des techniques de stimulation qu'on fera directement au niveau de l'ovaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un stock d'ovules, d'ovocytes, donc ovocytes puis après ovules. Donc on ovule chaque mois logiquement. Donc quand la femme est en bon état de santé et qu'il n'y a pas d'affection la concernant. Donc ce qu'on va faire en tant qu'ostéo, c'est d'aller voir ces structures manuellement, puisqu'il faut savoir que les ovaires sont mobiles et qu'il y a certaines techniques qu'on peut effectuer pour justement favoriser la fertilité chez la femme. Donc ce sera des techniques qu'on fera sur le petit bassin, on va venir travailler l'utérus, travailler la bonne mobilité, la bonne vascularisation. C'est des facteurs qui comptent énormément dans le cadre de la fertilité. Et, euh, et tu disais aussi pour l'endométriose, donc une problématique dont on parle de plus en plus, l'ostéopathie aussi peut être un recours pour les femmes qui en souffrent. Oui, alors pour l'endométriose, on a des études scientifiques qui sont sorties récemment entre 2020, si je me trompe pas, et 2023, qui montraient justement les bienfaits de l'ostéopathie pour les patientes qui souffrent d'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une pathologie avec des excroissances de muqueuses qui vont apparaître en dehors de l'appareil utérin et donc dans le système digestif probablement, dans le péritoine et parfois même dans le cerveau. Le problème étant que ça occasionne des règles très douloureuses, des douleurs au rapport de par les adhérences. Donc le but, c'est d'aller voir manuellement ces structures et de soulager les patientes. Par exemple, pour certaines auditrices, peut-être qu'elles se reconnaîtront, elles vont avoir des adhérences au niveau du cul-de-sac de Douglas, qui est postérieur, qui fait la liaison entre l'utérus et le sacrum. On ne va pas aller dans le détail. Et le fait de venir manuellement soulager ces adhérences-là, donner de la mobilité, ça va permettre à ces patientes d'avoir moins de douleurs. Ok. Et s'agissant de la grossesse, quel type de suivi ostéo tu préconises pour les femmes enceintes? Alors, ce que je préconise, c'est déjà dans un premier temps de venir au premier trimestre, de faire l'état des lieux, parce que d'une grossesse à l'autre, c'est très différent déjà pour une femme, et entre femmes, c'est très différent. Donc moi, j'ai des patientes qui viennent au premier trimestre et qui ont déjà des douleurs ligamentaires, alors que logiquement, le développement morphologique de bébé a lieu au troisième trimestre. Donc, ce qui n'est pas très cohérent, mais c'est leur anatomie, c'est leur trouble fonctionnel à elles. Donc ce qui est bien, c'est déjà de venir au premier trimestre pour, on va dire, travailler un petit peu sur les structures respiratoires, le diaphragme, le bassin, les lombaires, histoire d'assouplir les structures et de préparer le corps à la grossesse. Donc la grossesse, c'est une grande machinerie, hein. On produit pour deux, là, pour soi et pour son petit loulou. Donc ça fait quand même beaucoup. Et ensuite de venir au second trimestre également pour soulager un petit peu les structures plus digestives, parce que ça va être le début justement en général des RGO, donc des remontées acides, des ballonnements, des constipations et tout ce qui va avec. Et là où c'est on va dire on va dire le bouquet final, hein, on va dire le troisième trimestre, c'est là où ça paraît aussi le plus pertinent parce que grosso modo, comme je le disais en amont, on arrive sur le développement morphologique de bébé. Donc il va prendre en volume, il va prendre en taille. Et donc du coup, grosso modo, maman se retrouve très souvent avec des douleurs dans le bas du dos. Donc arrivé au troisième trimestre, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on se voit beaucoup plus pour traiter les troubles fonctionnels, mais aussi préparer à la descente. Parce qu'il va falloir qu'il passe notre petit loulou. Donc préparer le bassin, préparer le périnée, préparer le diaphragme, tout ce qui va être sollicité au moment de la délivrance. Mais c'est bien quand même de venir en amont. Comme je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc tu disais préparer le bassin, c'est ce qu'on appelle la fameuse préparation du plancher pelvien? Oui, ça en fait partie, mais pas que. Donc il faut connaître aussi l'historique de la patiente. Pour certaines, ce sont des primigestes, donc c'est leur première grossesse. Ou pour certaines, elles ont été multigestes ou multipares. Donc c'est l'occasion justement de préparer le périnée, expliquer à la patiente comment masser son périnée, comment détendre les structures, parce qu'il va y avoir des phénomènes au niveau du bassin qui vont permettre à bébé de passer, mais ces structures-là, elles peuvent être lésées au passage. C'est pour ça qu'on se retrouve à un moment donné du travail avec une potentielle épisiotomie ou alors une déchirure au moment du passage de bébé, de par la tonicité des fibres.
Alors, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un peu plus, parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, ce que c'est le périnée, parce que toutes les femmes ne savent pas forcément ce qu'est le périnée et où il se situe, et le rôle en fait du périnée dans la vie d'une femme au global, et notamment aussi pendant l'accouchement. Alors le périnée, alors pour commencer, toi et moi, on l'utilise là actuellement, d'accord? On est assis dessus. Le périnée, c'est le muscle du plancher pelvien, au travers duquel on va avoir les orifices, donc urinaire, le méa urinaire, le vagin, le rectum et le clitoris, d'accord, qui est composé de 8000 nerfs. Et son corps également. Donc, il a la fonction de défécation, il permet la fonction de défécation, la miction, la fonction d'accouchement, la fonction de plaisir. Il permet d'avoir des rapports sexuels. Il est hautement engagé dans ce phénomène-là. Et il va permettre aussi la statique. Il va être impliqué lorsque je marche, lorsque je me tiens debout. Il va servir de support à nos organes du petit bassin, donc les organes que tu vois là sur la table. Donc la vessie, l'utérus, le rectum. Donc c'est aussi un moyen de support. Et il fonctionne en synergie avec les abdominaux également. Donc si vous voyez un petit peu le méa urinaire, donc la partie où vous urinez jusqu'au rectum, tout autour de ces orifices-là, vous avez en réalité votre périnée. Quelles sont les incidences si on a un périnée qui est hypotonique, donc assez lâche, et également si on a un périnée qui est hypertonique, donc assez tendu? Alors, j'aime bien ce que tu me dis, tu me parles d'hyper et d'hypo. Parce que très souvent, les patientes vont plus penser à la notion d'hypotonicité. Un périnée qui est hypertonique, c'est un périnée qui n'est pas physiologique. On le voit très bien avec les bodybuildeuses ou certaines patientes qui font du crossfit avant même d'avoir eu bébé ou d'être enceinte, elles se retrouvent à faire de la rééducation périnéale. Pourquoi? Parce que leur périnée est hypertonique. Et donc, du coup, il n'effectue plus correctement sa fonction. Votre périnée, il doit être aussi souple, il doit être souple et contractile. Donc, je dois être en mesure de pouvoir me retenir au possible, retenir mes urines, retenir mes selles, d'une façon physiologique, hein, j'entends, mais aussi de pouvoir relâcher. Si je ne peux que retenir, arriver à un moment donné, la fonction contractile qui permet au sphincter de se refermer ne s'effectue pas correctement. Et donc, on a des fuites. C'est quelque chose qui est tonique, mais qui ne fait pas le travail. Il ne bouge pas. Il a besoin de bouger, votre périnée. Donc, un périnée hypertonique, en général, il va être accompagné de constipation, de douleurs un petit peu pelviennes, dans l'aine, de douleurs au rapport, de douleurs à la pénétration. Donc, pas forcément de vaginisme, parce qu'il y a pénétration. Et donc, du coup, il n'y a pas un stop à la pénétration. Donc, ça peut être sujet à de la dyspareunie, à des fuites urinaires, de la constipation. Et un périnée hypotonique, c'est un périnée, comme on peut le voir très souvent en postpartum. Hein. C'est un périnée qui ne va plus du tout effectuer sa fonction, qui va être très lâche de par les accouchements, par exemple pour les multigestes, les multiparts. L'absence de rééducation entre les grossesses aussi. Donc très souvent, on va avoir des fuites urinaires, du mal à retenir ses gaz aussi, très fréquemment. Le passage d'air pendant les rapports, par exemple en position de levrette, on va avoir un passage d'air qui va être très important, qui va être majoré. Et aussi pour l'hypotonique, on peut aussi avoir ce qu'on appelle les descentes d'organes. D'accord. Il y a différents stades et différents grades. D'accord. Du type, je me baisse pour ramasser les Legos de mon petit loulou qui traînent partout. Je suis accroupie et j'ai l'impression que quelque chose tombe. Donc on se retrouve avec le cervix qui n'a même pas de travers de doigt du vagin, alors qu'il est censé être en profondeur. Donc il y a un tableau clinique pour chaque affection globalement. Non, mais c'est intéressant parce que quand on entend ça, on se dit qu'en tant que femme, on devrait quand même être éduquée à ce qu'est le périnée, à sa fonction, à son importance, bien avant d'être enceinte. Oui, et c'est le choc en fait. C'est le choc parce que, et surtout moi je le vois avec les on va dire les primigestes et multiparts au bout de la deuxième gestité, et surtout au bout de la deuxième, parce que ce qui se passe entre la première et la deuxième, il y a un monde. Il y a un grand monde parfois. Et elles le découvrent en fait dans leur quotidien parce qu'il y a des gènes. C'est pas top d'arriver devant l'ascenseur et de suriner dessus. C'est vraiment pas top. Ou alors de perdre de la sensation lors des rapports sexuels avec son partenaire. Et c'est peut-être là où dans les professions de la santé ou les professions de santé, il y a un manque de sensibilisation, mais de plus en plus les patientes ont conscience de ça.
Mais très souvent, quand elles ont conscience de ça, la grossesse est déjà passée. Comment on évalue la tonicité d'un périnée, justement? Alors, pour rappel, je suis ostéopathe. Je suis ostéopathe et pas kiné, mais de par mon parcours et de par les formations que j'ai pu avoir sur le périnée et en ostéo par rapport à la prise en charge de la grossesse, je sais plus ou moins comment on évalue ce périnée-là. Donc il y a plusieurs questions à poser à cette patiente-là. Donc est-ce qu'il y a eu de l'hyperémèse, par exemple, pendant la grossesse? Est-ce que c'est une ancienne asthmatique, une tousseuse chronique? Donc c'est plusieurs facteurs qui vont permettre de savoir si ce périnée, en amont, avant même les grossesses ou pendant la grossesse, a été assujetti à des contraintes. Est-ce que j'ai du mal à retenir mes urines après la grossesse? Est-ce que j'ai du mal à retenir mes gaz? Est-ce que je suis beaucoup plus constipée qu'avant ou non? Est-ce que j'ai eu une épisiotomie? Est-ce que j'ai eu une déchirure? Quel a été le temps de travail? Est-ce que j'ai de la difficulté majoritairement à retenir mes urines? Est-ce que j'ai de plus en plus de fuites? Donc c'est assez large comme spectre. Est-ce que j'ai perdu de la sensation pendant mes rapports? Est-ce que mon partenaire, ça aussi c'est une vraie question parce qu'ils n'osent pas trop aller sur ce terrain-là. Est-ce que la qualité des rapports a changé? Est-ce que je me sens beaucoup plus, on va dire beaucoup plus large, beaucoup plus souple, hein, pour on va dire grosso modo. Est-ce que mon partenaire perçoit une différence aussi? C'est un curseur aussi qui permet de savoir est-ce que les choses ont changé ou non. Et c'est intéressant parce que tu parlais d'hyperémèse. Donc l'hyperémèse pendant la grossesse, c'est le fait d'avoir des vomissements en fait nombreux et réguliers qui peuvent pour certaines même durer pendant les 9 mois de grossesse. Et donc en réalité, ce que je comprends, c'est que le fait d'avoir justement des vomissements répétés, ça joue sur les sphincters et ça peut jouer aussi sur la tonicité du périnée. Ça joue sur le périnée et ça joue sur les abdominaux. Ok, j'avais jamais pensé en fait, mais c'est vrai que c'est assez logique. Alors pour les patientes qui ont énormément vomi, ou qu'ils ont eu une hyperémèse, parce que c'est différent. L'hyperémèse peut conduire justement à la déshydratation et autres, et puis les patientes sont sous son perfusion, et puis elles sont hospitalisées. Il y a un contexte. Il y a les patientes qui ont des nausées un petit peu en début de grossesse, et puis ça tend à disparaître après le premier trimestre. Mais encore une fois, chaque grossesse est très différente, on n'a pas les mêmes symptômes. L'hyperémèse, en fait, donc ça concerne le vomissement. Donc on vomit en très grande quantité, avec une fréquence quand même qui est abasourdissante. Et c'est une pathologie de grossesse. Et donc, du coup, ces patientes-là, elles vont systématiquement vomir. Mais quand je vomis, je fais un effort sur mes abdominaux. Donc, certaines s'en rendront compte peut-être en écoutant ce podcast. Je fais un effort sur mes abdominaux. Mais quand je fais un effort sur mes abdominaux, je fais aussi un effort sur mon périnée. Ça va de pair, sans compter la pression avec bébé qui est dans le ventre. Et donc, du coup, elles vont mettre énormément de pression sur leurs abdominaux et sur leur périnée. Donc, de la pression, mais de la pression pendant 9 mois, ça finit par potentiellement générer quelque chose par derrière. Et est-ce que tu as une opinion sur... on parle de plus en plus des accessoires qui permettent de préparer le périnée à l'accouchement. En ce moment, on parle beaucoup d'épinaux, par exemple. Est-ce que tu as une opinion sur le sujet, l'intérêt de... Est-ce que tu en as déjà entendu parler ou est-ce que tu as des patientes qui l'ont utilisé? Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, là encore, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette miracle pour le dépinot, hein, là-dessus. Moi, je suis plutôt neutre sur ce truc-là. Il y a des patientes à qui ça va très bien convenir, d'autres à qui ça ne conviendra pas. On n'a pas la même morphologie, on n'a pas les mêmes réponses au traitement. Donc... Mais il n'empêche que dans les premiers temps, il est préférable de consulter son professionnel de santé, voire son kiné ou autre professionnel de soins, pour faire l'état des lieux avant de se lancer vers ces dispositifs-là et savoir quelles mesures il faut mettre en place. Et tu parlais donc de l'impact de la grossesse et de l'accouchement sur le périnée et les abdos. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'importance de faire une évaluation de l'état de son périnée et de ses abdominaux après l'accouchement? Et est-ce que c'est important que l'accouchement soit par voie basse ou par césarienne? Je vais faire une forme de sommaire. Déjà, l'importance des abdominaux et du périnée. Et ensuite, deuxième question, je vais revenir sur la voie basse et sur la césarienne. Alors, premièrement, pour ce qui est des abdominaux et du périnée, il faut comprendre la synergie qui va avec. Si on ne comprend pas la synergie qui va avec, on peut travailler dans le vent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les abdominaux et le périnée, c'est de pair. C'est Bonnie and Clyde, ils vont ensemble. Si la pression elle est mal gérée au niveau abdominal,
elle risque d'avoir un impact sur la pression dans le bassin. Alors, vous pouvez travailler votre périnée, hein, mais si la pression en haut, elle est mal gérée, grosso modo, ça revient à pisser dans un violon. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une évaluation avec le kiné et autres. Moi, par exemple, je fais une évaluation avec les patients dans le cadre de la gym hypopressive que je fais avec elles, en postpartum, pour justement travailler ces deux pans. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une ceinture abdominale, on a eu bébé, il y a une distension des abdominaux. Parfois même, certaines personnes vont avoir un diastasis. Donc, c'est un écartement de la ligne blanche. On ne va pas rentrer dans le détail, mais qui a un impact. C'est une pathologie qui a un impact sur les abdominaux. Donc, si la pression en haut, au niveau des intestins et tout ce qui va avec, et du bol, vraiment du ventre, est mal gérée, et que la respiration est mal gérée, eh ben, ça va avoir un impact sur mon périnée. Parce que c'est vraiment le détroit final en fait, du tronc. C'est la fin, le périnée. De la tête jusqu'en bas, jusqu'aux parties intimes, la fin, c'est le périnée. Donc si la pression en intra-abdominale, elle est mal gérée, et qu'ensuite, on travaille d'abord le périnée, mais on ne s'occupe pas du reste, ça ne vaut rien. Donc c'est vraiment important, déjà, de voir, est-ce que mes abdominaux ont su passer le cap de la grossesse sans être trop lésés, ou alors il y a eu quand même de la distension, on voit que c'est pas trop ça, on travaille sur ces abdominaux-là, et on travaille également le périnée. Donc on va gérer les pressions intra-abdominales et on va travailler aussi sur notre périnée, ce qui va de pair. Donc c'est vraiment un duo de choc. Et oui, effectivement, je posais la question parce qu'il y a des femmes qui me disent, mais moi, si j'ai eu une césarienne, je n'ai pas forcément besoin de faire tout ça parce que bébé n'est pas passé par en bas, il n'y a pas eu d'impact sur le périnée. Mais du coup, je voudrais aussi un peu voir justement les spécificités de la césarienne, qui est quand même une chirurgie abdominale majeure, et du coup, l'importance de quand même faire une évaluation et potentiellement de travailler ce couple abdo-périnée dans le cas où on a eu une césarienne. D'accord. Je vais essayer de prendre un exemple imagé pour celles qui ont eu une césarienne et qui se posent la question de est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire une rééducation. Encore une fois, il faut faire le bilan avec le kiné, faire le point là-dessus, déjà pour commencer. Je vais prendre deux exemples, je vais essayer de l'imager. On a parlé tout à l'heure de la notion de pression. Pendant 9 mois, vous avez eu du liquide amniotique. Un bébé qui fait un certain poids. Pour certaines, 3 kilos, voire même 4. Pour certaines, entre 2 et 3 kilos, hein, dans la norme globalement. Et c'est de la pression pendant 9 mois sur votre périnée. Donc, si je reste les pieds dans le sable, à Sali, pendant 9 jours, il va forcément y avoir la trace de mes pieds dans le sable. Il y a un impact. Donc, il faut le prendre comme ça aussi. Et surtout, quelle est la symptomatologie en fin de grossesse? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que c'est important de faire le bilan là-dessus, parce qu'il y a des femmes pour qui le kiné dira, bah écoute, RAS, et d'autres pour qui, effectivement, là, il y a des problématiques. Moi, j'ai des patientes qui ont fait des césariennes, 3 grossesses, 3 césariennes, et qui, devant l'ascenseur, surinaient dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il y a forcément quelque chose derrière. Donc, encore une fois, c'est patiente dépendante. Et combien de temps après l'accouchement on est censé aller faire cette évaluation chez le kiné, par exemple? Alors, 6 semaines postpartum. Est-ce qu'il y a des considérations spécifiques à prendre en compte quand on travaille avec des femmes qui ont été excisées? Parce que tu parlais du fait que le clitoris fait partie du plancher pelvien, du périnée. Donc, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à prendre en compte ou à savoir face à ce genre de cas? Dans quel contexte? C'est une question qu'on pose, mais c'est dans quel contexte il faut prendre cette problématique-là? Et pour quelle problématique cette femme-là, elle vient? Est-ce que c'est dans le cadre de la grossesse? Est-ce qu'il y a... Tout dépend, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir pour l'excision, c'est un retrait partiel ou total du corps clitoridien avec une... Oui, il y a différents stades. Donc, on peut avoir une ablation. Une ablation partielle ou totale du clitoris. Et ensuite, on va faire une espèce de petite couture à l'entrée du vagin pour laisser passer les menstrues pour certaines. Donc tout dépend du degré d'atteinte et des gestes qui ont été effectués par rapport à cette excision-là. C'est très important de le prendre en compte. Ensuite, comment on regarde cette situation, ça dépend aussi du contexte. Une patiente qui va venir pour un vaginisme ou une dyspareunie depuis qu'elle est mariée et qui a subi une excision,
il y a différents axes de traitement et différentes approches qu'on va prendre en charge. Après, concernant les grossesses et les accouchements, moi j'ai eu des patientes pour qui ça a été très fastidieux et d'autres pour qui ça a été. Et justement, tu parles de vaginisme et de dyspareunie. Est-ce que tu pourrais définir ces termes parce que ça m'intéresse aussi d'en parler? Alors, c'est important. Alors, je vais faire un petit tableau. C'est difficile d'aller à l'essentiel. Alors, le vaginisme, c'est donc une contraction involontaire des muscles du périnée qui vont empêcher au niveau vaginal l'entrée digitale ou alors du pénis ou sextoy, ce qu'on veut. Mais il ne va pas y avoir possibilité de pénétration. La dyspareunie, en revanche, on va avoir la possibilité d'insertion d'un corps étranger, mais avec une notion de douleur. Soit à la pénétration, donc à l'entrée, soit avec une notion de douleur un peu plus profonde. Et il y a des femmes effectivement qui peuvent développer ce vaginisme ou cette dyspareunie dès les premiers rapports, mais il y a effectivement aussi des femmes qui le développent potentiellement après un événement ou après un premier ou un deuxième accouchement. Effectivement, je pense que tu as très bien répondu à la question, en fait, là, grosso modo. Donc, ce que Alix vient de dire, ça répond très très bien à la question parce qu'il y a une notion de contexte. On peut, à tout moment de sa vie, en tant que femme, hein, on peut développer du vaginisme ou une dyspareunie. Donc, on parle de vaginisme primaire quand c'est les premiers rapports et qu'il y a impossibilité de pénétration, et vaginisme secondaire alors qu'il y a déjà eu rapport auparavant, et puis d'un coup, on n'arrive plus à avoir de rapport, il n'y a plus de pénétration. Donc, dans ce cadre-là, on parle de vaginisme secondaire. Les causes sont diverses. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. C'est pour ça que la prise en charge, dans ce genre de situation-là, elle est souvent pluridisciplinaire avec le gynéco, l'ostéo, le kiné, la sexologue, la psychothérapeute, parce qu'il faut comprendre déjà l'étiologie. Donc, par moments, ça a été des abus sexuels dans l'enfance, pour certaines, pour le vaginisme. Avec un maître d'école qui avait les mains un peu baladeuses, ou un oustaz qui avait les mains baladeuses, ou alors un viol, plus jeune. Donc ça dépend. Ou alors suite à un acte chirurgical avec le fameux point du mari. Est-ce que tu peux définir ces fameux points du mari? C'est le point de trop, ok? C'est le point de trop. Alors, logiquement, c'est quelque chose qui ne se fait plus. On ne fait plus cet acte-là. On n'est plus censé le faire. Donc, pendant l'accouchement, on peut faire des déchirures partielles, totales, ou alors moyennes. En général, quand elle est totale, ça va jusqu'à l'anus. On peut faire une déchirure partielle, qui se rapproche presque de l'anus. Et donc, du coup, il y a un acte chirurgical où on va venir recoudre la patiente, mais sauf que, histoire que la patiente soit bien serrée, on allait un peu plus haut. Donc, ce qui fait que l'entrée du vagin a été assez étroite. Et donc, ce qui génère des douleurs lorsqu'on reprend les rapports sexuels avec son partenaire ou sa partenaire. Et on l'appelle effectivement point du mari parce que c'est assimilé à l'idée que plus l'entrée va être étroite, plus les rapports vont être plaisants, en tout cas pour le partenaire. Mais ça a des conséquences physiques et psychologiques aussi, s'il y a des douleurs associées pour la femme qui sont assez intenses. Et on rappelle qu'en général, bien évidemment, ce point n'est jamais demandé par la patiente. Donc ça veut dire que c'est l'initiative de quelqu'un qui décide de poser cet acte-là, quoi. Alors, très souvent, il y a une décision qui est prise par le soignant de le faire, sans consentement de la patiente. Pour le moment, moi je parle avec mon expérience et dans mon contexte. Je ne peux pas parler pour tout le monde, hein, mais la notion de consentement pour ça, moi je ne l'ai jamais eue. Peut-être demain je l'aurai, je ne sais pas, mais non. De mon expérience, j'ai jamais vu non plus. Toi aussi. Je pense qu'on se ressemble un peu. On rejoint nos expériences. Mais tu as raison, il ne faut pas généraliser, mais de nos expériences, on n'a jamais rencontré une femme qui ait eu ce point et qui ait consenti, en tout cas. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'une fois que on se retrouve avec ces problématiques, soit de dyspareunie secondaire, de vaginisme, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Tu parlais d'une prise en charge pluridisciplinaire, donc en alliant peut-être de la rééducation, un accompagnement sur la partie fonctionnelle et potentiellement aussi un accompagnement psychologique, parce que les causes d'un dysfonctionnement fonctionnel peuvent
être psychologique aussi. Tu as des cas où toi, des patientes que tu accompagnes, et on arrive à voir une évolution justement dans les douleurs, dans les sensations, une amélioration un peu des symptômes quand elles sont justement souffrent de vaginisme ou de dyspareunie. Alors, c'est un travail qui est fastidieux. Et encore une fois, c'est un travail qui est pluridisciplinaire. D'accord. Moi, je ne suis que la main thérapeutique. J'aime bien parler de main thérapeutique parce que y a des choses qui ont été abîmées physiquement, mais qui dans les faits sont intactes en fait. On a été abîmé, par exemple, le viol nous abîme, ça abîme quelqu'un. Mais par la suite, on retrouve une forme de cicatrisation j'ai peur de ne pas prendre les bons mots, mais il y a une main thérapeutique qui doit être posée. Oui. De l'extérieur, ça ne se voit pas forcément en fait. Il y a une main thérapeutique qui doit être posée où on vient aller voir la zone, on va aller voir cette zone-là pour essayer de guérir ou de restaurer les choses. Mais le gros travail, à 80%, j'ai envie de dire, il se fait par la parole, la libération, la croyance qu'on a par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que très souvent, moi je vois les patientes, on fait le bilan, on fait l'état des lieux, mais je ne travaille pas sans qu'elles aillent voir la sexologue ou la psychothérapeute à côté. Donc là actuellement, pour toutes celles qui souffrent de dyspareunie ou de vaginisme, il y a ce travail de pair qui est fait avec la sexologue. Parce qu'il faut mettre des mots sur ce qui s'est passé. Il faut mettre des mots, il faut comprendre ce qui se passe. On peut pas arriver dans une vie maritale, par exemple pour certaines patientes, là je vais prendre le spectre sénégalais, où on te dit, écoute, tu es marié, tu as un conjoint, tu dois avoir des rapports, et que ça fasse écho à quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est passé, à ce traumatisme-là, ce viol dans l'enfance, et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc il y a le temps de déconstruction, il y a tout ce travail-là à faire en amont. Moi, je viens me surajouter, mais il faut d'abord déconstruire pour que ça fonctionne. Donc on va voir la thérapeute, on va voir la psychothérapeute, on va voir la sexologue, on essaye de comprendre ce qui se passe, ce qu'on a ressenti, comment on a été écouté, comment on n'a pas été écouté, qu'est-ce qu'on attend de la situation, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on attend, et on pose la main thérapeutique en parallèle. Mais il faut déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé en amont pour pouvoir cheminer tranquillement dans sa vie de couple, dans sa vie intime et ce qui va avec. Ouais, c'est important de le dire. Après, c'est vrai que le challenge aussi, c'est d'avoir déjà les ressources en termes de connaissances, de savoir que ça existe, qu'on peut se faire accompagner, de lever certains tabous autour de l'accompagnement psychologique. Et effectivement, ça nécessite aussi d'avoir un minimum de ressources financières pour pouvoir faire un parcours multidisciplinaire. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir en tête que ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler parce que je trouve que trop souvent aussi, que ce soit le point du mari, que ce soit les fuites urinaires, que ce soit certaines douleurs, il y a un côté où quand il s'agit de la santé des femmes et de la douleur des femmes, on minimise énormément. Ah bah t'as des fuites urinaires, bah oui t'as eu 3 enfants. Ah oui t'as mal pendant les rapports, oui bon bah ça arrive, respire. T'as un blocage là, oui bah prends sur toi. Et finalement il faut aussi que voilà les femmes sachent qu'elles ont le droit d'avoir une vie agréable, elles ont le droit de ne pas vouloir avoir des fuites, avoir une sensation de pesanteur, avoir des douleurs, et qu'elles ont le droit effectivement d'aller consulter et que c'est pas un caprice, que c'est pas un luxe, c'est une nécessité de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé et de s'accorder ce temps-là et ce luxe-là si encore une fois on en a les moyens. Mais je pense que c'est voilà, trop souvent je pense que les femmes leurs sensations, leurs douleurs, leurs gênes sont minimisées malheureusement. Alors justement, j'en profite pour partager. Il y a des aides qui existent, notamment là dans le cadre du Sénégal, avec Réparer les filles, qui est une association qui a été créée par Amina Fati, qui sont sur Instagram et qui peuvent vous accompagner pour celles qui ont subi des mutilations dans l'enfance. Donc effectivement, donc il y a, comme tu disais, on est en droit en tant que femme de demander certaines choses et de se faire accompagner. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou autre. Ça n'existe pas en fait. Mais il y a des aides qui existent et il faut taper à la porte des professionnels. Et souvent, les femmes ne savent pas où taper, où aller. Donc la première porte où il faut taper, c'est le gynécologue. C'est le gynécologue. C'est lui qui vous voit, c'est lui qui vous connaît, qui vous suit depuis votre première grossesse, avant même vos grossesses pour certaines, votre première pilule. Donc c'est à cette porte-là qu'il faut d'abord frapper auprès de votre médecin généraliste. Mais l'essentiel étant que vous soyez en confiance avec cette personne. Puis même si ce n'est pas un professionnel de la santé ou un professionnel de santé, si vous êtes avec une personne avec qui vous estimez être en confiance, tapez à cette porte-là, allez demander l'aide qu'il faut.
Je suis d'accord. J'encourage aussi vivement. J'ai une question aussi un peu plus pragmatique. On s'interroge, enfin, moi j'ai beaucoup de mamans que j'accompagne qui s'interrogent après l'accouchement sur tout ce qui est technique de serrage du ventre, de gaine en postpartum. Est-ce que tu as un éclairage à nous donner sur ces pratiques? Parce que je sais qu'il y a un volet traditionnel où il y a certaines pratiques qui se font même au Sénégal avec des pagnes, etc. Il y a des versions plus modernes. Il y a des versions plus modernes où ce sont des gaines qu'on peut acheter sur voilà, des sites e-commerce ou autres, dont le but affiché est d'aider à retrouver son corps, faire diminuer le ventre, etc. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ou est-ce que ça dépend des contextes? Est-ce que tu as un peu un retour d'expérience sur ce sujet-là? Alors, je vais le prendre de la même façon que pour les ceintures lombaires, pour celles qui ont déjà eu des hernies discales ou alors des lumbagos et autres. On va le prendre un peu sous le même axe. Je vais essayer, hein, sans oublier que là, on parle des abdominaux et du postpartum. Vous avez une ceinture naturelle. Elle a servi pendant 9 mois. Et cette ceinture naturelle sont vos abdominaux. C'est le transverse notamment qui joue un rôle énorme dans la synergie avec le périnée. Donc, premièrement, rien ne remplacera une rééducation abdominale, la reprise sportive et la rééducation périnéale. Quel que soit le dispositif, hyper top sur Amazon, que ce soit votre tante, votre soeur, votre cousine, votre collègue qui vous dira il est super, moi ça a marché et tout. Ça ne remplacera jamais ça. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre, de dissocier que ça ne remplace pas un travail. Ça ne remplace pas un travail. C'est deux choses à part entière, ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a une méthode que je plébiscite, et je pèse mes mots parce que dans le domaine scientifique, les choses bougent toujours. D'accord. Là, c'est à l'instant T, aujourd'hui, où on tourne le podcast, où je vous dis, par exemple, les techniques de resserrage du bassin, comme on peut le faire ici au Sénégal, avec la technique du pagne, où il y a une sage-femme qui va de côté, ou alors deux doulas qui viennent tracter pour justement aider à resserrer le bassin, justement des fois quelques heures après l'accouchement, ou 1 heure après, ou directement après. Ça, c'est des techniques que je plébiscite, dont je suis assez fan. Ensuite, concernant les gaines, je pense que c'est plutôt quelque chose de contextuel. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des fois, on est à des époques où il y a des effets de mode aussi qui traînent derrière sur ces phénomènes-là. Il y a des gros lobbies, ce sont des grosses entreprises qui ont bien compris les désirs et les besoins des mamans. Donc il y a des ceintures qui peuvent être fabuleuses, top. Moi j'ai vu une marque récemment, une patiente m'a demandé, en discutant avec une collègue kiné et autres, on semblait plutôt OK là-dessus, elle avait l'air bien. Mais ces patientes dépendant là-dessus. Donc moi je suis un peu mitigée sur ce genre de dispositif-là. Donc... Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce que tu disais au début, c'est que ça ne remplace pas le travail. Il n'y a pas de gain miracle qui va faire que si à un moment donné on a une dystocie, si les abdos se sont écartés, si on a un périmé qui est hypotonique, ce n'est pas une gaine qui va nous permettre de régler le problème de fond en fait. Donc ça peut être peut-être un accessoire complémentaire et comme tu le dis, patient dépendant et modèle dépendant, mais effectivement pas une solution miracle qui empêche de faire le bilan et de voir où on en est. Dispositif médical, d'accord, sauf certaines patients parce qu'il y a des cas un peu atypiques où voilà, il faut des dispositifs, et ça ce sont des dispositifs médicaux, ça ne remplace pas. C'est pour ça que je dis que ça ne vous exempte pas de faire votre check-up kiné 6 semaines après. Voilà, donc quitte à choisir, moi si je fais une délivrance et que je dois faire quelque chose, je ne me poserai pas tout de suite la question de la gaine, sauf s'il y a un médecin qui me donne l'indication d'aller faire ça, je vais le faire. Sinon, j'attends mes 6 semaines, j'attends de faire ma gym hypopressive, de faire ma rééducation abdominale, de faire ma rééducation périnéale et d'appliquer les gestes à faire au quotidien. Et là, tu parles de gym hypopressive, donc c'est un des moyens justement de faire cette rééducation abdominale? Oui, ça en fait partie. Donc, en complément de la kinésithérapie, la gym hypopressive, ça va nous permettre de travailler le transverse, d'accord, le transverse qui vient contenir tout notre petit sac abdominal et les structures digestives, qui aident au maintien de la posture, qui travaillent en synergie avec le périnée. Donc, ça va permettre de travailler toutes ces structures-là, mais dans une notion un peu plus gymnastique. Donc, on travaille le périnée et les abdominaux dans différentes positions et avec de l'apnée, donc ce qui est plus simple au bout de quelques séances, mais sans forcément qu'il y ait d'effort.
Merci beaucoup. Et donc on dit que effectivement, post-grossesse, c'était important de faire un bilan du périnée, que la naissance a eu lieu par césarienne et également par voie basse. Quelles sont les spécificités de l'accouchement par voie basse à ce niveau-là, du coup ? Alors, donc, physiologiquement, en tant que femme, on est conçu pour accoucher par voie basse. D'accord, le bassin est conçu pour. Quand bébé passe par voie basse, ce qui est pertinent, c'est par rapport au moulage du crâne, par rapport au passage, et surtout par rapport au passage dans la voie vaginale, en fait. Donc le fait qu'il rentre en contact avec la flore vaginale de la maman, ça lui permet d'acquérir une forme d'immunité supplémentaire. Donc c'est en ce sens-là aussi où c'est pertinent, la voie basse. À côté de ça, la césarienne, on n'a pas ce passage-là par voie basse. Ce qui est un acte chirurgical, mais derrière, on va quand même avoir l'allaitement avec les premières tétées qui sont hyper riches et qui vont permettre justement d'obtenir cette immunité-là et aussi de prévenir par rapport à certains cancers. Oui, les allaitements longs effectivement réduisent l'occurrence du risque de cancer du sein et même du cancer des ovaires. Et ça peut être un allaitement long pour un enfant ou des allaitements cumulés effectivement au cours de la vie, et ça a aussi un impact sur l'ostéoporose, à la fois pour le maman et pour le bébé qui est allaité. Mais t'es rodée. C'est un peu mon métier. Exactement. Donc ça a des impacts plutôt significatifs là-dessus. Donc s'il n'y a pas de voie basse, bon, ok d'accord, mais bon, il nous reste quand même l'allaitement. Et s'il n'y a pas d'allaitement, écoutez, on est des êtres humains, on va se faire notre immunité. Hein, et tout va bien se passer. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je pense que c'est important d'essayer de diffuser effectivement l'information autant que possible, parce que ce sont des disciplines qui ne sont pas encore connues de tous et toutes. Et je pense que ça mérite à être connu, parce que ça peut effectivement permettre de traiter un certain nombre de dysfonctionnements, d'améliorer aussi la santé, les conditions de vie des femmes. Mais encore faut-il savoir que ça existe et un peu quel est le scope de problématiques qu'on peut traiter avec ça. Donc vraiment merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et d'avoir partagé ton expérience sur le sujet. De rien. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.